Pour commencer cette deuxième séance, alors je pense qu'il serait bon que vous nous disiez un petit peu comment, puisque vous nous avez parlé beaucoup de l'aventure de Dassault aux États-Unis, comment l'entreprise a réussi à s'implanter aux USA, alors que le pays est quand même réputé pour ne pas être très accueillant vis-à-vis des entreprises étrangères. Alors comment a-t-il fait? Oui, c'est une vraie question, c'est une question même qui aide à réfléchir à ce qui pourrait se passer dans l'avenir. D'abord, l'audace je crois qu'on l'a dit, l'audace de Marcel Dassault et de la société en général de se lancer dans ce marché des petits bioréacteurs d'affaires. À l'époque, c'était d'une audace folle parce que d'abord, on débarquait sur un marché essentiellement américain et ensuite avec un produit dont l'avenir, on se doutait bien qu'il y avait un avenir pour ça, mais il n'était pas d'une netteté bien établie. Donc, doublement audacieux. Alors pourquoi est-ce que ça a réussi, et au fond pas si mal? Alors, il y a à mon avis plusieurs raisons. C'est que le nom on peut en citer plusieurs. D'abord, le nom de Dassault est un nom qui est rapidement devenu un nom respecté dans le monde aéronautique américain. Sans parler de l'opinion américaine, mais déjà dans le monde de l'aéronautique. Alors, il y a des tas de raisons à ça. Une des raisons probablement importantes, c'est le Mirage, la guerre des 6 jours, tout d'un coup l'arrivée de ce nom qui est porteur d'une image de qualité, de performance, d'efficacité. Il y a eu aussi le fait, probablement, tout ça se mêle, il n'y a pas un élément décisif là-dedans, il y a tout un tas de facteurs qui ont fait que. Il y a probablement aussi, il faut le reconnaître, le Mystère 20 à l'époque était un bel avion, il était beau. Et je crois qu'il a séduit, son esthétique a séduit. Et ses qualités propres ont rapidement fait parler. C'est-à-dire ses commandes de vol qui étaient. Ça a toujours été un souci d'Assaut d'avoir des commandes de vol de grande qualité. D'ailleurs, pour en être sûr, Dassault a fait de tout temps et continue d'ailleurs à faire ses propres commandes de vol. C'est le domaine réservé, un des domaines réservés de l'avionneur. Donc rapidement, on a constaté, c'est devenu une part de la réputation de ces avions, des avions sûrs, extrêmement agréable, avec des qualités notamment à basse vitesse remarquables, et tout ça, ça fait petit à petit, ça diffuse dans ce monde, et on finit par ainsi créer une image qui est devenue une image assez positive. Alors, il y a eu aussi des faits objectifs qui ont fait que la pénétration est devenue plus nette, c'est le contrat Coast Guard. Le contrat Coast Guard qui est un petit peu un élément déclencheur, puisque ça n'a pas été facile, mais finalement il a fallu consentir des efforts énormes, mais finalement les Coast Guard américaines, qui sont une unité extrêmement importante, en regardant une carte on voit bien les milliers de kilomètres de côte que les gardes-côtes américains ont à protéger, et pour lesquels ils ont une flotte d'avions, d'hélicoptères, de bateaux extrêmement développée. Et donc il s'est trouvé que le Mystère 20, dans une version assez évoluée, avec des nouveaux moteurs capables de supporter l'ambiance marine, etc., finalement on remportait une espèce d'appel d'offres, en consentant encore une fois des efforts considérables. Et une partie de ces efforts a consisté à accepter que la finition des avions, une grande partie de la finition des avions se fasse sur le territoire américain, donc avec de la valeur ajoutée américaine, et c'est de là que vient au fond l'usine Little Rock dans l'Arkansas, qui n'est pas le cœur des États-Unis, mais qui est même de l'Amérique profonde, mais après tout c'était le début de l'aventure industrielle, cette fois de Dassault aux États-Unis. Je crois que toutes ces raisons ont fait que, alors s'il fallait hiérarchiser, je ne sais pas dire, je crois que la qualité des avions quand même, et c'est la confiance que les gens ont rapidement eu dans ces avions, et puis peut-être aussi, le dernier point que je voudrais citer, c'est l'apparition sur le marché des seuls tréréacteurs avec les Falcon 50, et après ce sera les Falcon 900, et le tréréacteur au fond,
c'est un petit côté rassurant. Quand on traverse les océans, et plus ça allait, plus ces avions avaient des rayons d'action qui se développaient. Traverser les océans avec 3 réacteurs, les gens trouvent qu'au fond c'est plus rassurant qu'avec 2, même si c'est difficile à quantifier. Voilà encore un point. Comme c'était le seul avionneur à proposer avec le Falcon 50, disais-je, puis avec le Falcon 50 des avions à 3 moteurs, ça aussi, ça a aidé probablement. Et petit à petit, l'oiseau a fait son nid et maintenant Je crois que l'oiseau, c'est une expression bien appropriée, puisque c'est ce qu'avait écrit Lindbergh au président Juan Trippe de la Paname, en disant « I found the bird », j'ai trouvé l'oiseau, quand il était venu en 63 voir, et tombé, pas en extase, mais conquis par le Mystère 20, qui n'était à l'époque pourtant qu'un prototype. Voilà, je crois, comment on peut expliquer ce succès américain. Très bien. Alors, pour terminer peut-être sur le sujet, c'est alors un rapport peut-être plus humain alors entre vous et la famille Dassault. Alors comment l'avez-vous ressenti ce contact? Quel type de rapport aviez-vous avec Serge bien sûr, et puis éventuellement aussi avec Marcel bien entendu. Alors avec Marcel Dassault, en fait quand je suis rentré aux essais en vol en début 66, quand j'ai vraiment commencé à travailler sur la base de Villaroche, Monsieur Marcel Dassault avait coutume de venir souvent le samedi d'ailleurs pour assister à des vols, voir les pilotes. Il tenait grand compte de la vie des pilotes, et ça a toujours été un de ses ressorts, c'est est-ce que le pilote est content. Et à l'époque, moi, ce monsieur, je crois que pour nous, ce monsieur était un grand nom déjà de l'aéronautique. Mais nous, jeunes ingénieurs, on n'était pas pétrifiés quand monsieur Dassault arrivait. Et je le dis maintenant avec un petit sourire, mais on était beaucoup plus détendu quand on le croisait dans un couloir, quand on le voyait arriver, qu'un certain nombre de cadres dirigeants qui étaient auxquels il inspirait une espèce de... c'était plus que du respect, c'est une espèce de... On sentait que les gens étaient crispés parce que cette autorité, Monsieur Marcel Dassault n'était pas très grand, il n'était pas impressionnant, mais il irradiait une autorité et je crois qu'il savait s'en servir en plus. Et je vais raconter une anecdote parce que je la trouve assez cocasse et au fond, elle illustre bien ce que je viens de dire. Et ça s'est passé un samedi. J'en étais à mes débuts. Et à l'époque, on travaillait le samedi. C'était pas à l'époque encore les 35 heures. On en était loin. Et je me rappelle, ce samedi-là, j'étais en train de passer des calculs, comme on dit, sur un des premiers ordinateurs de l'époque, un IBM 1620. Et puis, donc, M. Dassault est arrivé. Et je me suis trouvé dans le couloir du bâtiment, en même temps que lui. D'ailleurs, il m'a fait un espèce de signe, il est venu vers moi. Et il m'a posé 2 ou 3 questions. Il m'a dit, vous êtes bien jeune, etc. Je dis, oui, monsieur, je viens de rentrer. Bon, puis, ça a été rapide. Ah bon, quelle école, super-héros? C'est très bien, c'est une bonne école, etc. Et puis, continuez, c'est bien. Et puis, en fait, il m'a demandé où étaient les toilettes. Alors, je lui indique, je crois que c'était surtout ça qui l'intéressait. Et je lui dis, c'est au fond du couloir à votre gauche. Est-ce que vous voulez que je vous... Non, ça va, j'ai compris, etc. Bon. Et quand il a disparu vers les toilettes, instantanément, plusieurs directeurs, je ne citerai pas leur nom par charité, mais vraiment me sont tombés dessus en disant mais qu'est-ce qu'il t'a dit, etc. Et alors moi j'étais un peu surpris comme si c'était et j'ai dit on a juste refait un petit parcours sur le monde aéronautique ensemble. Non mais dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai fini par leur dire écoutez, il m'a simplement demandé où étaient les toilettes. Ah bon, et j'ai senti qu'ils étaient rassurés. Parce qu'au fond, ils étaient inquiets de ce que j'aurais pu dire, en disant oh là là, on nous oblige à travailler le samedi, c'est pas terrible ici et tout. Parce que bon, du tout, bon. Donc ceci pour montrer à quel point M. Dassault, par sa simple présence, donc pour être tout à fait franc, je ne l'ai pas beaucoup fréquenté,
je veux dire, j'ai pas eu l'occasion de travailler en direct avec lui parce que j'étais jeune à l'époque et quand il est décédé en 86, bon là j'avais déjà gravi certains échelons dans la société mais pas suffisamment pour être devenu un de ses familiers. Donc j'ai gardé de ce monsieur l'image de... J'ai simplement vu comment à un moment sur le Mercure il a été amené à prendre une décision difficile, une décision technique, il fallait oser la prendre, et il a pris ça avec je veux dire, rapidement et avec des raisonnements d'une simplicité, d'une clarté que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et de ce jour-là, je me suis dit, c'est vraiment un très grand ingénieur et c'est un visionnaire. Bon, il a tout compris. Alors par contre, il se trouve que j'ai travaillé pendant pas mal d'années, toutes les années, de la direction générale des Falcon, avec Serge Dassault. Et j'ai aimé travailler avec Serge Dassault parce qu'on avait un contact direct avec lui. Je n'ai jamais posé de difficultés. Je trouve qu'il a une qualité, mais si c'est moi qui l'exprime, ça peut sembler de l'arrogance, mais je trouve qu'il s'est très bien entouré. Il a très bien su s'entourer. Et moi, j'avoue que j'aimais aller, même dans les moments difficiles, le début des années 90, où on vendait peu d'avions, et j'allais régulièrement au rond-point des Champs-Élysées faire un peu le point avec lui, et en fin de journée, dans son bureau du rond-point. Et c'était, je veux dire, des contacts simples. Et j'ai également bien connu, je connais bien... Enfin, oui, je connais bien Olivier, son fils aîné, parce que j'étais amené par mes modestes compétences musicales à lui donner certains. Olivier s'est intéressé à la musique, en particulier à la musique de film, la musique. Il a composé pas mal de choses. Et il était intéressé par le matériel, puis par pénétrer un peu ce milieu. Je lui ai donné quelques pistes, donc ça nous a rapprochés. Et puis quand j'étais à la tête des Falcon, Olivier était très intéressé par le maintien de ses licences, le fait de pouvoir voler, etc. Ce qui, compte tenu de la réglementation qui s'est durcie de plus en plus, exigeante en matière de qualification des pilotes utilisant des avions de petites compagnies aériennes, qui devaient détenir un certain nombre de licences et de qualifications, ça n'a pas toujours été facile de l'expliquer que malgré tout le talent de pilote qu'il pouvait avoir, il y avait quand même des règlements et qu'on ne pouvait pas... Voilà. J'ai un peu connu ses frères et sœurs que je croisais de temps en temps et d'assez bons rapports avec eux, aussi bien Laurent, Marie-Hélène... Je crois que j'ai eu de bons rapports et des rapports faciles avec la famille Dassault. Mais encore une fois, je n'ai eu aucun problème à travailler et de façon quand même assez prolongée, puisque ça a duré plus de 10 ans avec Serge Dassault et assez en direct. Parce qu'il y avait cette facilité de communiquer avec lui directement comme ça, de rentrer dans son bureau et puis lui dire bon ben voilà, ça marche pas, les temps sont durs ou au contraire. Et un jour il m'a fait très plaisir parce que en parlant un petit peu, on faisait un peu le bilan des affaires Falcon, parce que c'était l'époque de l'embellie, ça plutôt les années 96-97, où les avions se vendaient bien. Et notre image de support client s'était beaucoup améliorée, ça je crois qu'on s'était battu pour. Donc il était plutôt content de tout ça. Et je lui ai dit un jour en discutant dans son bureau, oui on a eu pas mal de chance là, et il m'a dit cette chose, il m'a dit non, c'est pas de la chance, il faut savoir s'en servir. Je crois que vous avez fait, en parlant de l'équipe Falcon, vous avez fait du bon travail. Et ça je crois que c'est bien d'avoir dit ça, c'était très bien d'avoir dit ça. C'était un petit peu dans la lignée aussi de ce que pensait son père et du comportement même de son père, donc il y avait comme une continuité un peu dans ce... Oui, je crois que... Oui, je pense. Hein, encore une fois, je n'ai pas suffisamment connu M. Marcel Dassault mais je crois qu'il avait aussi... Je crois qu'une des caractéristiques de cette entreprise qui perdure d'ailleurs, c'est une qualité de rapport humain, le respect des gens,
dans la mesure où les gens respectent même certaines grandes règles, qui sont les règles de l'honnêteté, de la vérité technique. Je veux dire, chez Dassault, techniquement, on ne se raconte pas d'histoire. C'est-à-dire que c'est une petite, au fond, vis-à-vis des grands constructeurs d'avions, Dassault, c'est une petite structure, donc avec des rapports assez proches entre tous les dirigeants. Et je crois que la plupart du temps, on se dit la vérité. Le processus des décisions sont rapides et je crois que c'est une partie importante de la culture d'entreprise. Et j'ai une belle culture, c'est une culture à laquelle j'étais attaché et que je reste attaché. Et ça n'a pas été trop dur alors finalement de quitter l'entreprise, enfin, Non, j'ai pas. Si vous voulez, je dis de temps en temps que il y a quand même eu des changements, c'est-à-dire pour des raisons évidentes, liées à l'économie, à la tournure qu'ont pris les événements dans le monde des affaires, de l'industrie des affaires. La gestion financière des entreprises est devenue importante. Alors, je trouvais ça intéressant. J'avais qu'une inquiétude, c'est que l'équilibre entre la gestion financière, donc relativement court terme, et la gestion plus vision, projet d'entreprise, etc., que l'équilibre entre les deux soit perturbé. Donc, je me suis dit, au fond, 40 ans, c'est 40 ans, j'ai pas de... L'équipe qui venait derrière moi à laquelle je m'étais attaché à donner du corps et de l'esprit, était prête. Puis j'ai eu une raison personnelle et purement médicale de faire un petit break. Donc non, ça s'est passé, mais vraiment sans grande difficulté. Et je crois qu'à ça, il y a une raison, c'est que si vous voulez, on ne quitte jamais vraiment Dassault, je pense pas. Enfin, quand on y a passé 40 ans en tout cas, il m'arrive encore, donc des années après, de dire quand je parle avec des amis et des relations, de dire ah bah oui, c'est vrai, on a signé le contrat avec l'Inde. Et parce que je me mets encore, je suis encore j'ai jamais complètement quitté cette maison. Bien, alors on va passer cette fois à l'aéroclub peut-être, enfin, sauf alors entre les deux, je ne sais pas s'il y a des choses que vous souhaitez évoquer. En fait, il y a eu une transition assez douce entre J'avais commencé à mettre un pied dans l'aéroclub, parce que vous savez, ces choses-là se passent par l'amitié, par relation. Tiens, tu devrais venir. Oui, tiens, viens donner un coup d'œil, viens voir, tu connais un tel, etc. Puis finalement, de fil en aiguille, comme dit l'expression populaire, on se retrouve ici, rue Galilée, à découvrir au fond des gens qu'on découvre comme des gens passionnants, qui font des choses passionnantes, avec l'enthousiasme. Alors, pour peu, bien sûr, que l'aéronautique soit une passion, comme ça a été le cas chez Dassault pour moi pendant ces longues années, je retrouve un milieu de passionnés. Très vite, je me suis senti à l'aise ici, et puis les choses ont fait qu'avec Gérard Felzer, mon prédécesseur, on s'entendait bien, on se complétait bien. On était déjà très différents, mais c'est comme ça que ça peut marcher, c'est-à-dire que au fond on avait un peu chacun trouvé notre domaine. Je l'ai servi de vice-président pendant plusieurs, ça a duré, je peux dire, pour 1 ou 2 ans. Et puis finalement les choses ont fait que lui il est allé prendre la direction du musée de l'air, donc il a fallu rapidement je me suis retrouvé presque naturellement comme ça à la présidence de l'aéroclub, à la tête duquel donc j'ai effectué 2 mandats. Et c'est le maximum possible, des mandats de 4 ans. Et on ne peut pas faire plus, c'est les statuts de cette magnifique association. Et j'y ai vécu des choses absolument passionnantes qui n'ont plus rien à voir avec l'industrie. Encore que mes connaissances dans le monde industriel, je pense, ont servi, ont été utiles chaque fois qu'on pouvait les utiliser, y avoir recours. Mais si on devait me demander, au fond, qu'est-ce que je retiens,
je retiens en fait 3 événements auxquels j'ai vraiment participé. Il y en a beaucoup d'autres, mais je retiens 3 événements qui m'ont marqué parce que c'est pour moi la vraie vocation, enfin, une des vraies vocations de l'Aéroclub de France, qui est bien entendu d'abord avant tout le défenseur, le protecteur, l'illustrateur de la culture aéronautique française. C'est évident que ça c'est son rôle le plus haut niveau, mais ça se traduit par un certain nombre de missions que je dirais presque sacrées, et parmi lesquelles je cite la commémoration, mais la commémoration active, pas la commémoration larmoyante, ah là là, etc. Et pour moi, une des formes de commémoration active, dynamique, positive, c'est la reconstitution quand on peut le faire, comme nous avons fait alors, en 2006 pour célébrer le centenaire du fameux premier vol à Bagatelle de Santos Dumont. Ensuite, nous avons réédité ce genre de démarche. Alors là, ça a été plus important en reconstituant la traversée de la Manche un siècle jour pour jour après celle de Louis Blériot. Donc on a retraversé la Manche depuis les dunes au sud de Calais vers les côtes anglaises. Et puis le dernier événement, alors là j'étais plus président mais j'y étais associé de très près quand même, c'est la traversée de la Méditerranée par Roland-Garros. Donc alors j'ai eu la chance d'être président ou proche de la présidence pendant les années où on avait de tels événements à commémorer. Mais c'est pour moi des souvenirs magnifiques, même si alors Santos Dumont Bagatelle, matin de novembre, légèrement froid avec un peu de givre sur les pelouses, ça n'avait pas été facile à préparer parce que maintenant il faut des autorisations, c'est très compliqué d'organiser un événement comme ça maintenant. Il y a du principe de précaution, il y a tout un tas de trucs Et en fait, ça s'est très bien passé puisqu'on a finalement eu autorisation, que ce jour-là il faisait beau, que l'avion était prêt, mais l'avion qui était un avion, un 14 bis, ça ressemble à un avion d'assez loin, mais ça ressemble plutôt à un gros cerf-volant. Et c'est un gros insecte qui a volé en son temps. Là, c'était une reconstitution faite par des Brésiliens, pilotée par un Brésilien. Tout ça a été fait très sérieusement, la société Embraer était derrière et tout. Mais bon, il se trouve qu'en franchissant pendant la course de décollage, en franchissant des caniveaux qui étaient un peu cachés dans l'herbe, l'avion a mal supporté et que... Il n'a pas vraiment décollé, il a fini par s'arrêter avec l'air un petit peu, une aile un petit peu cassée. Il y avait du bois cassé et heureusement pas d'autres dommages. Et je me rappelle que Jean Salis m'a dit, qui assistait à cette reconstitution, m'a dit, décidément, l'Aéroclub de France, quand vous faites des commémorations, c'est vraiment réaliste, parce que c'est surtout comme ça que ça se passait à l'époque, ils ont cassé plus de bois que mis d'avions en l'air. Mais ça reste quand même un très beau souvenir, parce que je crois que personne n'était déçu. Ça n'avait pas marché, mais on avait recréé cette espèce d'enthousiasme et vérifié que ce n'était pas si facile, après tout, même un siècle après, de faire voler ces machines. Alors la Manche en 2009, ça a été beaucoup plus important comme événement, comme le monde que ça a mobilisé. D'ailleurs la couverture médiatique en porte témoignage. On a réussi à faire cette reconstitution le jour dit, à l'heure dite pratiquement, très tôt le matin, avec des soucis un petit peu liés à des vents qu'on a jugés un petit peu limites. Mais finalement, en réfléchissant bien, en pesant le pour et le contre, les choses ont pu se passer, elles se sont très bien passées, et j'ai eu vraiment l'émotion de suivre cette traversée en hélicoptère d'accompagnement, et c'est un souvenir merveilleux. Surtout quand j'ai vu que le petit avion jaune se posait sur les pelouses d'Angleterre, et là on s'est dit, ouf, ça s'est bien passé, et c'est un beau souvenir. Et pour terminer avec les commémorations, Roland Garros, là j'ai eu la chance
avec un avion rapide et moderne, d'accompagner et de faire même un petit peu, on a fait un peu la reconnaissance météo, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on était en avance et qu'on a un petit peu vérifié que le ciel était clair, dégagé jusqu'aux côtes tunisiennes. Et quand on a pu dire à la petite armada, puisqu'il y avait le Morane, la reconstitution du Morane, piloté par Baptiste Salis et escorté par 2 ou 3 avions plus récents, et moi devant avec un Bonanza pour faire un petit peu la reconnaissance météo, et qu'on a pu dire bon ça y est, on voit la côte d'Afrique, il n'y a pas de problème, le ciel est clair et tout. Là aussi c'est des... Donc on est allé se poser, et puis on a eu le temps avoir garé le Bonanza sur le terrain de Bizerte, de rejoindre la zone d'atterrissage prévue pour le Morane et de voir se poser comme une fleur, il n'y a pas d'autre mot, le petit Morane piloté par Baptiste Salis, après pratiquement 8 heures de vol, sans problème, depuis le terrain de Saint-Raphaël. Là aussi, souvenir magnifique. C'est un peu ça pour moi l'aéroclub, c'est un peu ça, c'est pas que ça, mais c'est un peu ça quand même. Bon. C'est l'organisation de quelques événements de commémoration, un peu commémoratif. Voilà. Et je vais dire en avance de phase, je suis persuadé qu'il faudrait, je pense que ça va être fait, je n'ai plus les commandes maintenant, mais je souhaite tellement que l'année 2017 serve à commémorer par l'Aéroclub de France, en liaison avec les Américains, l'entrée en guerre des aviateurs américains pendant la Première Guerre mondiale. Parce que ça a été un tournant très important. Et l'escadrille Lafayette, c'est pas rien. Et je crois qu'il faut absolument marquer cette année pour, là aussi, commémorer un événement majeur et un événement positif, puisque c'est l'arrivée des Américains. C'est pas elle seule qui a fait basculer mais ça a été un élément de plus dans ceux qui ont fait que le monde libre a fini par remporter au prix, on sait de quelle tuerie, parce que de boucherie, parce que ça a été épouvantable, mais finalement c'est le monde libre qui a eu le dessus, et l'arrivée des aviateurs américains a contribué à aider à cette victoire finale. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait absolument commémorer. Oui, d'autant plus qu'on n'insiste pas beaucoup effectivement sur la fraternité d'armes franco-américaines, qui est quand même une constante. Bien sûr, bien sûr. Ne serait-ce que au tout début des États-Unis, puisque... Bien sûr, ben oui. Donc, Escadrille Lafayette, d'ailleurs, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc ça renvoie donc à ce qu'on nous apprend à l'école, c'est qu'effectivement, cette fraternité d'armes, elle n'est pas d'aujourd'hui, et que c'est un événement tellement important, c'est un événement tellement... c'est une constante telle dans les relations au sein du monde occidental, que je crois que ça a une valeur de symbole bien au-delà même du fait aéronautique. C'est vrai, je pense que ce serait extrêmement important et qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Bien, alors l'aéroclub, c'est aussi d'autres choses, je suppose, donc peut-être aussi un lien entre différentes générations d'aviateurs. Oui, alors... c'est pas uniquement un institut de commémoration, vous avez raison. Donc l'Aéroclub de France, quand on me demande au fond à quoi ça sert, et d'abord j'ai envie de répondre, demandez-vous d'abord, mais là je plagie quelqu'un de plus célèbre que moi, demandez-vous d'abord ce que vous pouvez faire pour aider l'Aéroclub de France. Mais après, il faut quand même répondre à la question, elle est pertinente. Effectivement, le rôle de plus haut niveau, c'est comment défendre, protéger, maintenir, illustrer la culture aéronautique française, qui est quand même très particulière dans le monde. Quelqu'un a dit c'est à la France que le monde doit ses ailes. C'est vrai, c'est là que ça a commencé, c'est même à Paris que les choses ont commencé vraiment. Et puis, si on regarde aujourd'hui, bon, Airbus c'est européen, Ariane c'est européen, Airbus hélicoptère c'est européen, Dassault c'est plutôt franco-français, Snecma, Safran, je veux dire, le poids de l'industrie et de l'aviation française reste par rapport à la taille du pays et sa puissance économique
c'est une constante de l'histoire de l'aéronautique. Et l'Aéroclub de France, donc, qui est quand même la plus vieille institution aéronautique du monde, fondée en 1898, c'est quand même extraordinaire, à une époque où il n'y avait pas d'avion d'ailleurs, ce qui est d'autant plus visionnaire de la part des fondateurs. Je pense qu'il y a ce rôle, alors la question est ce rôle, une fois qu'on l'a dit, comment? On vient d'évoquer les commémorations, mais il y a aussi, à travers je dirais le maintien dans tout le tissu associatif et au-delà de ça dans le tissu industriel à travers les connexions qu'on peut avoir avec des organismes industriels comme le GIFAS ou avec des organismes associatifs comme les fédérations, comme les sportives, disons avec tout le monde de l'aéronautique, les rapports qu'a l'Aéroclub de France aujourd'hui. Et je pense honnêtement, là encore c'est de l'arrogance, mais je pense que avec les équipes récentes, on a beaucoup fait pour ça, c'est que les rapports que l'Aéroclub de France entretient avec aussi bien l'armée de l'air que l'administration de l'aviation civile, les fédérations sportives, les associations aéronautiques et le monde industriel, je pense que ces relations placent l'Aéroclub de France au centre un peu du dispositif pour ce qui est encore une fois, de sa culture et de sa cohésion historique et contemporaine. Je sais à quel point, par exemple, et ça c'est dans les 10 dernières années qu'on a développé ça, la soirée, ce qu'on appelle la soirée de l'Aéroclub de France, qui une fois par an a lieu dans ses locaux ici. Cette soirée rassemble, c'est probablement un des seuls endroits où on voit ça, où on peut avoir le soir en train de communier autour de quelques bonnes bouteilles et de quelques remises de décoration pendant qu'on projette de belles images, etc. Mais c'est juste une fête, des moments, disons quelques heures passées ensemble dans le grand salon de l'Aéroclub de France. On y voit ensemble, et je pense dans la plus grande fraternité, au fond, c'est un beau mot la fraternité, le directeur de l'aviation civile et des membres de son cabinet, le chef d'état-major de l'armée de l'air, des présidents de fédération, des présidents d'associations, des grands industriels. Au fond, tout ce monde-là est dans sa maison ici, c'est un petit peu la maison du peuple aéronautique. Et c'est pour ça que c'est passionnant de diriger cette association, parce que, alors tout n'est pas facile. Je veux dire, moi je ne cache pas que pendant mon règne, pendant ma présidence, j'ai eu fort à faire à rétablir avec les fédérations sportives des rapports naturels, normaux, pour que chacun se sente bien à sa place, etc. Mais ça n'a pas été facile, parce que on sortait d'une époque où, pour des raisons, alors les Français ont un petit goût pour le village gaulois, alors faut pas se cacher la vérité, il y a de temps en temps il y avait eu probablement, et j'en ai subi les conséquences, dans le passé des bisbilles, appelons ça comme ça, des conflits, des luttes de territoire, tout ça, et on a réussi à calmer tout ça, et aujourd'hui je pense qu'il y a, donc, avec toute la communauté aéronautique, des relations de très bonne qualité, et où l'Aéroclub est reconnu comme étant un petit peu le point central, encore une fois, en termes de culture, de tradition et presque d'universalité franco-française, bien sûr, mais je veux dire que sportif, industriel, militaire, civil, tout le monde se sent bien ici, et je crois que une fois qu'on a dit ça, on a résumé ce qu'était l'Aéroclub de France. Et vous, quand vous êtes arrivé, alors vous aviez des plans précis, ou alors vous étiez déjà dans la place depuis un certain temps, vous l'avez dit, mais enfin, est-ce que vous aviez une démarche qui était précise, pensée, etc., ou est-ce que vous avez fait ça un peu à l'inspiration? Écoutez, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Je me la suis posée moi-même, et en me disant qu'au fond, c'est plutôt... on va dire, j'avais pas une stratégie quand je suis arrivé, pas du tout, parce que ce monde que je viens de décrire, qui est assez complexe en fait, je l'ai découvert un peu plus avec ses grandes vertus, ses qualités, sa dynamique, et puis en même temps j'ai découvert les petites choses qui traînaient de ci de là, les petites insatisfactions, donc c'est en connaissant mieux ce milieu de l'intérieur que je me suis dit, voilà ce qu'on pourrait faire. Et
ce qu'il faut essayer de faire. Et donc c'est plus on va dire du pilotage presque à vue en disant, bah voilà, compte tenu de ce qui se passe, c'est beaucoup basé sur des rapports humains, tout ça. Donc, il a fallu connaître les gens pour établir des relations de confiance avec eux. Avec certains, ça a été extrêmement facile. J'ai été surpris de la qualité des relations qui se sont établies très vite avec l'état-major de l'armée de l'air, par exemple. Moi, j'ai admiré la qualité de relation qu'on pouvait avoir avec quelqu'un comme Stéphane Abrial, mais aussi avec Paloméros, je veux dire que il y avait pour eux, au fond, le rôle de l'aéroclub, dans la mesure où ce rôle est un rôle de reconnaissance, justement, il n'y avait aucun problème. Les seules difficultés sont nées, je vous dis, de la part, il n'y a pas de secret, on l'a surmonté cette difficulté, donc maintenant on peut en faire état, de la difficulté de relation avec certaines fédérations, parce que les choses n'étaient pas claires, si vous voulez, dans le sens de qui fait quoi. Moi, j'ai dû expliquer que l'ambition de l'aéroclub n'était pas de prendre la tutelle sur les mouvements sportifs, etc. D'abord, nous n'avions pas les moyens, et en plus, ce n'était plus le rôle du tout. Bien sûr, il y a des commissaires de l'aéroclub de France qui valident certaines performances de type record, etc. Bien sûr, l'aéroclub de France est traditionnellement l'organisme qui représente, son président, conduit la délégation française à l'Assemblée de la Fédération aéronautique internationale. Mais tout ceci, on peut le faire très bien en liaison avec les fédérations sportives, et maintenant ça se passe comme ça se passe très bien. Donc, mais ça c'est au fur et à mesure. Je veux dire que quand vous pénétrez dans un milieu comme ça, toutes les petites difficultés relationnelles qui peuvent exister, on les découvre en temps réel, on les vit, et donc après on essaye de les résoudre. Et je pense que c'est dans l'ensemble ce qu'on a fait. Mais il y a des gens que vous avez découverts comme ça en arrivant. Ah oui, bien sûr, beaucoup. Je suppose qu'il y a plein de personnalités. Beaucoup de gens que je connaissais disons, pour les avoir. Vous savez, l'aéronautique, c'est un petit monde, finalement. Alors, moi, je vous donne un exemple. Je me rappelle nous avons, du temps d'Assaut, nous avons toujours soutenu le Tour de France des jeunes, le Tour de France aérien des jeunes. Bon, donc il y avait régulièrement une étape, soit à Istres, soit à Mérignac, et donc, bon, là, on faisait de la relation publique, là, un petit peu, si vous voulez, et donc on connaît des gens, on rencontre des gens, on passe quelques instants toujours avec eux, ou pendant le salon du Bourget, ou pendant... Cette petite communauté aéronautique, finalement, je l'ai retrouvée, et là j'ai eu l'opportunité, parce qu'il y avait plus de temps, puis c'était un peu plus ma mission à ce moment-là, de mieux la connaître. Mais j'ai été amené donc à connaître mieux beaucoup de personnes et à découvrir complètement certains, quelques-uns en tout cas, que j'ai découvert, alors là, que je ne connaissais pas du tout, et j'ai découvert des gens formidables. Il y en a beaucoup. Et bon, est-ce qu'il y a des choses alors qui vous ont paru ne pas vraiment bien fonctionner? Vous avez parlé un petit peu des relations avec les associations sportives, mais est-ce que quand vous êtes arrivé à l'aéroclub, que vous connaissiez déjà un petit peu évidemment, mais enfin, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru vraiment ne pas bien fonctionner, enfin, et qu'il fallait urgemment un petit peu rénover ou réorganiser? Oui. Alors, enfin, c'est pas une question de fonctionnement. Je vais vous dire, ce que je n'ai pas réussi à faire, et je pense que c'est difficile à faire en France, c'est ce qui est très curieux, c'est qu'en France, il y a énormément d'associations, beaucoup plus, je pense, que nulle part ailleurs. D'abord, il y a des systèmes fiscaux, légaux, etc., qui favorisent un petit peu la création et le développement du monde associatif. Mais chacune de ces associations, a du mal, je
pense qu'elles sont un peu toutes dans ce cas-là, à recruter comme on le fait dans le monde anglo-saxon. Je veux dire, par exemple, quand vous regardez les effectifs qu'il y a dans le monde de l'aéroclub de France ou de l'aéroclub d'Angleterre, par exemple, on est dans des ordres de grandeur différents. Donc, pourquoi y a-t-il beaucoup moins d'adhérents cotisants à l'aéroclub de France qu'il y en a à l'aéroclub de Grande-Bretagne, alors qu'à mon avis, c'est pas que mon avis, c'est factuel, l'activité, je dirais on va dire la productivité de l'aéroclub de France est plus élevée que celle de l'aéroclub de Grande-Bretagne. Je crois que c'est culturel. C'est culturel. Si vous voulez, les grandes associations aéronautiques, par exemple, je pense à d'autres comme l'association qui s'appelle l'AOPA, qui est une association de pilotes propriétaires, la branche française de cette association, qui est une association mondiale, est limitée à quelques centaines de pilotes, alors que aux États-Unis, c'est considérable, c'est même un lobby dont les décisions, les positions sont prises en compte par les décideurs du monde politique américain. On n'en est pas là en France. Donc on a un vrai problème culturel en France, et beaucoup d'associations, je schématise bien sûr, mais beaucoup d'associations, et souvent des associations qui manquent un peu de ressources, parce qu'elles manquent de cotisants, parce qu'elles manquent de moyens, et donc manquent un petit peu ne peuvent pas faire tout ce qu'elles souhaiteraient faire. Voilà. Et ça, pour être tout à fait franc, j'avoue que j'ai pas de solution, parce que toucher à la culture profonde, la première chose qu'on va me demander, je vais dire pourquoi vous n'adhérez pas à l'Aéroclub de France, on va me dire, parce que je peux le dire encore, il n'y a plus besoin d'être président, je suis membre, donc j'ai envie d'entraîner avec moi des gens à venir rejoindre cette superbe association. Et on va me dire ce que nous disions tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça va me rapporter? Et je pense que ce n'est pas une question que posent naturellement les anglo-saxons. Si vous dites, l'Aéroclub de France, c'est le développement, le soutien de l'aéronautique française, sa culture, sa gloire, etc., vous allez, si vous dites ça en Angleterre, vous allez entraîner des gens avec vous. En France, on va dire, oui, bon, c'est bien, mais je crois. Encore une fois, c'est une vision réductrice, un peu schématique et tout, mais où il y a un fond de vérité. Et ça reste un problème que... Alors il y a plein de gens qui ont de bonnes idées, qui vont dire, il n'y a qu'à, faut vous avez qu'à baisser les cotisations. Elles ne sont pas chères, les cotisations. Les cotisations de ces grandes associations-là, je parle pour l'Aéroclub de France, la cotisation n'est pas chère. Et puis je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. C'est le pays de l'aéronautique. Bon, bref, je sais pas. Alors, comme l'Aéroclub de France a, dans sa culture de base, et je dirais c'est même une religion, ne dépendre de personne, c'est-à-dire de ne pas vivre de subventions du ministère des Transports ou de grands groupes industriels ou de que sais-je. Donc, essentiellement, si vous voulez, l'Aéroclub de France vit des cotisations de ses membres, pas assez, parce que pas assez de membres, et puis de l'utilisation de ce cadeau de nos grands ancêtres, qui est le bâtiment de la rue Galilée, qui nous permet qui nous garantit notre indépendance finalement. Et ça, c'est un bien tellement précieux qu'il est non négociable. Il n'y a pas d'aide non plus quand même au niveau de l'État français? La réponse est non. Non, il n'y a pas d'aide. Alors, il n'y a pas d'aide au sens, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de... par contre, bien évidemment, compte tenu de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la qualité des relations avec l'administration, celle-ci peut, par exemple, lorsque nous organisions la commémoration d'événements, nous avons toujours été soutenus. L'Aéroclub de France est une entité, une organisation qui a
qui, parce qu'elle est sérieuse, parce qu'elle est responsable, parce qu'elle est faite beaucoup en utilisant la compétence de professionnels ou d'anciens professionnels, donc elle a la confiance des gens comme les gens de l'administration et des organisations préfectorales. Donc, et en ce sens-là, si, on est soutenu quand on a besoin d'être, disons, plutôt aidé à organiser, à faciliter les choses plutôt que nous mettre des barrières administratives. Mais de façon nette, il n'y a aucun soutien financier. Au regard de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire évidemment le fait que la France soit un des pays majeurs de l'aviation, est-ce que ça paraît normal? Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même espérer Si vous voulez, oui, on pourrait, mais j'ai bien réfléchi, je ne suis pas le premier à réfléchir à ce sujet, et je pense que le prix, une des forces de l'Aéroclub de France, c'est aussi son indépendance. C'est-à-dire qu'il n'en fait pas un usage abusif, il ne verse pas dans la contestation, la provocation, mais l'Aéroclub de France est un organisme indépendant et tient à le rester. Et je pense que s'il devait dépendre par trop de l'administration, on va dire du ministère des Transports, ou de groupes industriels, si vous voulez, de grands groupes industriels, je veux dire, on pourrait toujours dire oui, mais bon, ils font ça, ils disent ça, mais c'est en fait un sous-marin du ministère des Transports ou de l'Union des industriels de l'aéronautique en France. Et ce que nous ne sommes pas, nous ne serons jamais. Il ne faut pas être l'Aéroclub de France, c'est l'Aéroclub de France, première association aéronautique du monde, et porteur ou porteuse, puisque c'est une association d'une culture. Et ça, je veux dire, ça ne se monnaie pas. Donc, heureusement, le bâtiment dans lequel nous sommes permet, qui est d'ailleurs notre bien le plus précieux et auquel nous veillons avec, je veux dire, la tradition des présidents, c'est quelque chose de plus personnel et de moins visible peut-être, c'est d'améliorer sans cesse ce lieu, en créant le grand salon tel qu'il est aujourd'hui, ou maintenant l'accès pour handicapés, ou en entretenant avec ce bâtiment avec amour, je veux dire, parce qu'il est porteur de toute notre culture, et qu'on peut exploiter, j'hésite pas à le dire, commercialement certains endroits comme lieu de réception ou pour abriter des associations à caractère aéronautique. Tout ça nous permet de vivre et de faire fonctionner l'aéroclub juste à niveau de ce qu'il a besoin d'être en termes d'efficacité. On pourrait faire plus, c'est vrai, avec des subsides venus de je ne sais où d'ailleurs, et ça, comme je l'évoquais, ces subsides auraient forcément un contrepartie. Et nous n'y tenons pas. Bon, si elles venaient d'ailleurs, ça pourrait être des subsides extraterrestres. Alors bon, ça c'est pour plus tard. Ce sera pour plus tard, lorsque certaines difficultés gravitationnelles auront été vaincues. Puis je voudrais dire aussi que si vous voulez que l'Aéroclub de France, il a quelque chose d'exceptionnel. On ne dit jamais assez, c'est son conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'Aéroclub de France, j'évoquais tout à l'heure cette soirée annuelle où tout le monde se retrouve. Mais tout le monde se retrouve aussi, je veux dire tout le monde au sens toute la communauté aéronautique se retrouve au sein du conseil d'administration, les militaires, les civils, aujourd'hui compagnies aériennes, sportifs, médias, tout le monde, 24 administrateurs, judicieusement choisis, difficilement, parce que je veux dire que c'est un processus sélectif, bien sûr, mais nous veillons à ce que dans le dépôt des candidatures, il y ait justement cette représentation de l'ensemble de la palette aéronautique en France. Très important. C'est très important. Et il y a eu des chefs d'état-major, des directeurs de l'aviation civile, des présidents d'industrie, des pilotes de renom, des grands journalistes, je veux dire, tout le monde aéronautique
est représenté au conseil d'administration. Et ça, c'est à la fois une force et quelque part aussi une garantie d'indépendance et de cette fameuse universalité franco-française. Alors, est-ce que vous avez eu quelques regrets, c'est-à-dire des choses que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas réussi? Vous en avez un peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez aimé mener à bien et puis finalement qui se sont... Oui, je veux dire, on peut toujours rêver. Je vous dis par exemple, j'aurais aimé multiplier par 3 le nombre d'adhérents, je ne l'ai pas fait. J'aurais aimé, probablement, être plus efficace dans certains domaines qui touchent plus à l'organisation. Et à ce que l'organisation, c'est pas une fin en soi d'organiser les choses, mais c'est pour leur donner plus d'efficacité. Par exemple, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais aimé être mieux organisé le monde de l'hydravion. Là, il est un petit peu compliqué. L'hydraviation, il ne faut pas oublier que l'hydraviation, ça a été inventé par la France, encore une preuve de cette fameuse prééminence de la France dans la culture aéronautique. Et curieusement, quand on veut passer... Alors, il y a à Biscarrosse, il y a un centre réputé, mais beaucoup de gens vont passer des qualifications d'hydravion en Italie ou au Canada parce que, ces pays ont une pratique plus répandue. Donc, les choses sont en train d'avancer un petit peu, mais j'aurais aimé qu'on s'organise un peu mieux, puis que l'impulsion soit plus clairement donnée. Mais là aussi, j'ai découvert un monde compliqué, avec des personnalités un petit peu, beaucoup de susceptibilité. Donc, c'est ça qui fait que les choses prennent en général du temps, parce c'est un peu un magasin de porcelaine, donc il ne faut pas arriver là-dedans. Donc j'ai pas eu le temps. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé faire, si vous voulez, mais encore une fois, c'est comme il s'agit de travailler sur un matériau, si je peux appeler ça comme ça, qui est sensible, susceptible même parfois, ça prend plus de temps. J'ai en fait une très grande frustration. Je vais en parler. Vraiment une grosse frustration. Et là, c'est une de mes déceptions. En fait, elle ne touche pas l'Aéroclub de France directement, encore que. Nous avons créé sous l'égide de l'Aéroclub de France, après avoir organisé en 2005 les États généraux de l'aviation générale, qui est aussi une chose que nous avions organisé à mon arrivée en fait, parce que j'avais au fond la conscience, pratiquant de l'aviation générale que j'étais, que c'était un monde qui avait besoin de se regrouper et puis d'essayer qui souffrait de trop de contraintes réglementaires, qui était un peu laissé à l'abandon, donc qui s'éparpillait. Donc on a organisé ces états généraux en 2005 où il est ressorti une espèce de cohésion améliorée qu'il a fallu consolider après. Mais il est sorti de façon plus précise le besoin de créer un organisme, d'ailleurs le ministère des Transports était demandeur, un organisme dédié à la sécurité, un organisme indépendant, parce qu'il y avait une accidentologie préoccupante quand même en aviation générale, aussi bien les avions de tourisme que les ULM, le vol à voile, trouvait qu'il y avait quand même, on pouvait faire beaucoup mieux en termes de sécurité. Et les chiffres n'étaient pas très bons. Donc nous avons créé, depuis l'Aéroclub de France, un organisme que l'on a appelé, alors le monde associatif est compliqué, on voulait appeler ça une fondation, mais en fait fondation c'est des gestions les fondations ne font que gérer des flux financiers, donc c'était pas le but. Nous, ce fameux organisme devait avoir un rôle actif, productif, et donc finalement on est tombé sur le concept d'institut, mais au fond institut ça peut très bien être une structure associative, et donc on a créé l'Institut pour l'amélioration de la sécurité aéronautique avec des petits moyens, et très vite on s'est orienté vers un moyen de communication vers le monde des pratiquants, qui était ce qu'on appelait les séquences vidéo, c'est-à-dire qu'il se trouvait qu'on avait les compétences, la motivation
un pilote inspecteur de la DGAC, que la DGAC avait mis en poste justement pour soutenir cet institut. Alors voyez, voilà une façon pour l'administration de soutenir les efforts. Alors vous me direz, c'est de l'argent ça en fait, mais c'était d'abord pas pour l'Aéroclub, c'était pour cet institut auquel l'administration voyait un grand intérêt. Donc elle avait mis à la disposition de cet institut pour l'amélioration de la sécurité aérienne, créé sous l'égide de l'Aéroclub de France, à la demande du ministère des Transports. Oui, tout ceci était très carré. Elle avait mis un pilote inspecteur compétent en matière de manipulation informatique et passionné par ces sujets. Et donc, on a très rapidement convergé vers une méthode qui consistait à mettre en ligne des séquences vidéo sur des sujets touchant à la sécurité, alors des ULM, des avions, des planeurs, des remorqueurs, des largueurs de parachutistes. Autrement dit, on prenait les sujets que nous demandaient un peu les fédérations, que nous demandaient les gens, qui nous venaient à l'esprit, ou que certains clients, parce qu'on a eu quelques clients, nous disaient, par exemple les pétroliers, nous ont dit, bah tiens, vous pourriez faire une séquence vidéo sur l'avitaillement des avions sur les terrains d'aviation générale, parce que c'est quand même quelque chose de délicat, il y a des précautions à prendre, etc. Bon. Et là, on vous paiera pour faire ça. Donc on a fait, et puis tout ceci demandait un petit peu d'argent quand même, pas des sommes astronomiques. Au début, on a été bien soutenus. On a été bien soutenus par l'industrie, par l'armée de l'air, qui ont là carrément donné des subsides à cette association baptisée Institut, IASA. Et puis, mais je ne peux pas leur en vouloir, si vous voulez. On ne peut pas demander, par exemple, à l'armée de l'air, qui avait les difficultés qu'on imagine, de continuer à donner, je ne sais pas, 15 000 € par an à un tel... Donc elle l'a fait plusieurs années de suite, ce qui est très bien, et je le remercie pour ce qu'elle a fait. Mais petit à petit, les fonds ont diminué, les dons ont diminué, pour tendre vers zéro. Et là, pourquoi je parle de frustration et même de déception, une vraie déception, c'est que malgré ce qu'on a fait, malgré toutes les relances, malgré toute l'énergie qu'on a dépensée pour essayer de dire aux gens aidez-nous, cotiser, il faut soutenir quelque chose comme ça. Alors sans doute on s'y est mal pris, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on n'est pas allé frapper aux bonnes portes, quoique il me semble, enfin bref, petit à petit on a été obligé de fermer et de mettre la clé sous le paillasson. Donc exit l'IASA après, disons, on va dire, allez, 7-8 ans d'existence, et une production reconnue, en plus, ce qui est extrêmement surprenant, très surprenant, c'est que le monde entier, et pas qu'en France, les séquences ont été vues à travers Internet, etc., dans les pays, etc., et tout le monde a trouvé remarquable, certaines d'entre elles, la qualité était jugée très bonne moyennement, et certaines étaient même considérées comme exceptionnellement bonnes, et vraiment, parce que c'était des choses pédagogiques, vivantes, et qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon, plutôt que des affiches dans les aéroclubs en disant n'oubliez pas de faire le plein, il vaut beaucoup mieux faire des images, alors en montrant ce qui se passe avec un avion qui, ça commence à, bon, et les conditions. Donc tout ce qu'on a fait, je pense, je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui ai réalisé les séquences, ce sont mes collègues, et en particulier ce pilote inspecteur, je vais citer son nom parce qu'il a fait un travail remarquable, qui s'appelait Alain Jamet. Il s'appelle toujours Alain Jamet, il est à la DGAC, et il a fait un travail exceptionnel qui existe toujours, ces séquences elles existent. On va réfléchir à la façon de les utiliser le mieux possible, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient perdues, mais le fonctionnement de l'Institut s'est arrêté faute de ressources et faute donc de moyens de survivre. Et ça restera pour moi, je vous dis, à la fois une frustration, parce que et puis en même temps une déception et quelque part un petit peu, je ne sais pas comment dire, est-ce que c'est une humiliation, est-ce que c'est, je ne sais pas, le fait de ne pas être parvenu
faire adhérer à... J'ai trouvé, si vous voulez... Alors, bien sûr, je peux dire que les gens que j'ai sollicités, je ne citerai pas de nom parce que j'ai frappé à toutes les portes. Je n'ai pas refrappé les portes que j'avais trop frappées au début, mais les autres, bon. Et là, bon, on a même eu, je trouve, des comportements pas très dignes, des lettres de relance bien faites, je crois, signées par des représentants de rang très élevé de l'administration, etc., qui n'amenaient aucune réponse, etc. Je me suis dit, tout ça, c'est pas bien. C'est très frustrant. Quand vous dites, je suis en train de faire œuvre utile, c'est purement bénévole, on n'a rien à y gagner, et puis vous apercevez que tout le monde dit, oui, c'est très bien, continuez, mais quand on va les voir, on veut bien continuer, mais aidez-nous, mettez, vous les fédérations, vous les associations, vous les groupements industriels. Bon, non. Oui, c'est d'autant plus étonnant que c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde. Alors, absolument. Mais que vous dire, Et les séquences vidéo, vous les réalisiez en interne alors? Bien sûr. Ah oui, c'est ça, parce que c'est quand même assez compliqué finalement. Parce que... Mais oui, mais bien sûr, avec de la technologie assez... Oui, ça demande du matériel. Tout à fait, donc on avait un minimum de matériel, surtout une compétence, je vous dis, monsieur Jamet, Alain Jamet, a vraiment maîtrisé la simulation 3D même et fait des réalisations qui sont étonnantes en mêlant des images réelles, des images simulées, de simulation en 3D, du virtuel, vraiment du travail professionnel. On s'est fait un tout petit peu aider à une ou deux occasions par des labos professionnels, mais on a très vite vu que les coûts étaient à cet temps-là, la minute, et que c'était largement au-delà. Donc on est resté et ces vidéos sont pour la plupart d'une grande qualité, et elles vont être mises, on en discute avec la DGAC, elles vont être mises à disposition du public, on verra comment. Mais il faut qu'elles le soient parce que au moins qu'il reste une trace de cette aventure qui hélas, voilà, je dirais que pour moi il s'agit même, si vous voulez, d'un échec. C'est un échec. Alors il a ses explications, mais bon. Ceci étant, alors je voudrais pas, parce que je ne suis pas parti sur cet échec, si vous voulez, mais je garde ça dans un coin de ma mémoire comme une tâche, si vous voulez, parce qu'elle concerne aussi bien, alors peut-être encore une fois avons-nous été maladroits, on n'a pas été frappé aux bonnes portes, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas été assez efficace, je ne sais pas, sans doute vrai, tout ça est vrai, mais j'ai aussi quelque part une petite... j'ai ressenti une petite déception de la réaction de certains des membres de cette fraternité aéronautique que j'aurais souhaité plus répondant. Alors c'est vrai, si vous voulez, que, bon, bien sûr, il a été difficile. Beaucoup de gens avaient tendance à dire, mais la sécurité, c'est mon problème, c'est pas l'Aéroclub de France. Mais on dit, c'est le problème de tout le monde. Donc venez, donnez-nous les sujets. Nous, on se contente de réaliser ce que vous voulez. Et je vais vous donner un exemple d'un sujet qui a fonctionné comme ça parfaitement. La Fédération française du LM et son président de l'époque, qui est décédé depuis, mais qui était un sacré monsieur, Dominique Méreuse, était un type formidable. C'était ce qu'on appelle une grande gueule, mais c'est aussi un visionnaire, il a fait énormément pour l'ultra-léger, et je crois que lui, très vite, a vu l'intérêt du travail de l'Institut, et il nous avait demandé de faire quelque chose sur l'utilisation des parachutes de secours des ULM. Et c'est une des meilleures séquences qui a été réalisée. Et je pense que c'était cette séquence, en plus, l'illustration absolue de la façon de travailler. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, je pense, a marqué énormément
les clubs ULM, qui est techniquement parfaite. Je crois que c'est 3 minutes ou 4 minutes, mais qui en dit beaucoup plus que tous les discours sur l'importance et la façon d'utiliser un parachute sur un ULM, parachute de secours, qui est une demande de la fédération vers l'Institut. Je veux dire, c'était exactement comme ça qu'il fallait fonctionner. Mais encore une fois, je pense qu'il y a eu deux écueils sur le chemin. D'abord, certains égos, peu importe lesquels, c'est pas important, qui, disant au fond, c'est à moi de traiter la sécurité, c'est pas forcément à eux. Bon, c'est comme ça. Et puis d'autre part, l'autre écueil est c'est délicat, mais puisqu'on se raconte tout, je crois que le conseil d'administration de cet institut, où on avait tenu à ce qu'il y ait tous les représentants de l'aviation générale, il y avait aussi là-dedans les petites guerres. Et peu importe lesquelles, mais là aussi des choses qui nuisent à l'homogénéité de ce milieu et qui ont nui beaucoup à la sérénité des débats. Encore que les débats restaient sereins parce qu'on y veillait, mais disons un fonctionnement serein du soutien à l'Institut. Pour être plus clair, telle association ou telle personne, peu importe, mais quand on disait attendez, il faut nous soutenir parce que là les ressources commencent à baisser, ah oui, mais est-ce que eux ils ont ah ben non, et eux ils donnent combien, et nous donc puis finalement Pierre attend Paul, Paul attend Pierre, et puis tout le monde attend Jacques, et puis bref, le temps passe, et on s'enlise dans les difficultés, et puis finalement on finit par être tellement lisé qu'on s'arrête de respirer. Oui, c'est très dommage parce que c'est une affaire très importante qu'il sera très difficile de relancer parce que je pense que quand même sur une expertise qu'on ne retrouve pas. Non, il y avait cette capacité à fabriquer des séquences à faible coût, avec la compétence, je prétends pas être une compétence exceptionnelle, mais dans ma carrière, il se trouve que techniquement, l'approche des problèmes de sécurité, parce que j'ai fait de la certification, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je veux dire que je pense que j'étais capable, si vous voulez, de présider, parce que j'ai présidé cet institut, de présider et de lui donner des bonnes directions, des bonnes méthodes. Donc reconstruire quelque chose qui ait les mêmes vertus, si vous voulez, la possible. Je pense que pas facile, et peut-être dans les conditions économiques où ça se passait, voire impossible. Alors peut-être en dépensant des sommes pharaoniques comme celles que moi je regarde ce que dépensent les Américains, par exemple sur ce genre de sujet. Ils ont travaillé à l'époque comme ça en faisant. Alors c'était pas de la vidéo, c'était des cassettes du magnétoscope, si vous voulez, des cassettes vidéo qui étaient formidables aussi. Moi je me rappelle la première que j'ai vue, c'était pourquoi est-ce qu'il faut attacher les bretelles quand on monte dans un avion, pourquoi il faut se brêler, et parce que c'est aussi, là on peut dire, mettre des affiches dans les clubs partout, n'oubliez pas tu vois, mais je veux dire ce côté presque invectif comme ça, où ça marche pas, c'est pas comme ça qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui on attend des choses plus l'image, les gens se sentent complices de ce qu'on leur montre. À partir de moment, c'est pas simplement un ordre asséné comme ça, brêlez-vous dans les avions. Non, voilà, je me rappelle, c'était un film où on voyait un couple partir dans un Cessna avec les enfants, et puis tomber dans une zone de turbulence alors qu'ils sont mal attachés, avec les conséquences, et quelque chose, et ça très bien filmé, sans dramaturgie excessive, mais c'était remarquablement fait. Donc, mais encore une fois, c'est l'AOPA ou la FAA qui fait ça, les grands organismes américains qui ont des moyens sans commune mesure, ou Flight Safety, tout ça, ils ont des moyens sans commune mesure avec les nôtres, et nous on avait trouvé ce moyen un petit peu
franco-français un petit peu de fonctionner, et malheureusement, bon, problème d'ego, problème de... bref. Voilà. Alors, donc vous avez passé donc 8 ans à l'Aéroclub. Et puis bon, alors je sais pas, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de votre équipe quand même, les gens sur lesquels vous vous êtes appuyés, enfin, je sais pas si ça vous paraît... Ah oui, alors écoutez, non mais ça, l'Aéroclub de France, c'est des permanents, il faut leur rendre hommage. La déléguée générale qui gère cette maison avec une rigueur, une honnêteté, une connaissance en plus du milieu tout à fait exceptionnelle, et elle est pour beaucoup dans la qualité, dans la méthode d'amélioration, de gestion de ce bâtiment, des relations avec ceux à qui on confie l'administration des salons, etc. Un secrétariat, là aussi, qui est une mine de connaissances, d'expérience, parce que c'est très important dans ce milieu. Il y a besoin de gens qui connaissent, qui savent, qui est le passé, qui est la connaissance. Bon. C'est une toute petite équipe. Il y a la communication qui est aussi une toute petite équipe. Hein. Il n'y a pas un service communication. Il y a en général une personne est chargée de ça. Et puis il y a un petit aspect trésorerie comptable parce que l'air de rien, l'Aéroclub avec sa filiale Air Galilée, c'est quand même, il y a des factures, il y a des devis, encaisser des cotisations, donc tout ça. Et ça fonctionne. Je veux dire, ça fonctionne très très bien, très très bien. Et moi, je trouve que dans l'état actuel, l'Aéroclub de France a sa taille, si vous voulez, sa taille, on va dire administrative, idéale. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, on ne peut pas faire beaucoup plus. Et avec des gens motivés, qui connaissent bien le fonctionnement de ce système, comme Très Parti Lieu, qui est une association. Et je leur rends hommage parce que j'ai bien aimé travailler avec eux. J'ai bien aimé travailler avec eux. Bien, alors oui, vous nous disiez que vous étiez resté finalement très proche de chez Dassault, au point de dire nous avons fait, nous, etc. C'est un peu la même chose, je suppose, avec l'Aéroclub, puisque... C'est pareil, c'est pareil. Toujours ici d'ailleurs. Oui, je viens souvent, enfin souvent, beaucoup moins souvent bien sûr, mais et puis une tradition qui est maintenant une tradition bien ancrée, c'est que les présidents deviennent présidents d'honneur lorsqu'ils quittent la présidence, et donc on peut faire appel à eux, bien sûr, notamment pour assister au conseil d'administration sans droit de vote, ce qui est très bien, mais en apportant un petit peu leur éclairage, leur expérience. Et moi, j'avoue que c'est toujours un grand plaisir quand je peux être là, d'assister au conseil d'administration, parce que je retrouve cette communauté universelle aéronautique, où tout le monde est un peu là, qui se renouvelle régulièrement au fur et à mesure que les élections, les mandats arrivent à échéance, donc on renouvelle, etc. Donc c'est une communauté vivante et dans laquelle on a plaisir à être et à rester. Alors bon, comment vous voyez donc l'avenir de l'Aéroclub de France dans la continuité, quoi? Oui, moi je crois, si vous voulez, il y a des projets notamment le projet 2017 qu'on a évoqué tout à l'heure. Moi je dis qu'il faut absolument faire quelque chose. Il y a d'important, pour moi ça pourrait être une commémoration très importante qui pourrait mobiliser pas mal les ressources. Il y a beaucoup de choses qui repartent bien, l'activité sur les prix littéraires, je veux dire, il y a l'activité, justement la communication joue bien son rôle d'organisation maintenant d'événements de type conférences, débats, etc., qui maintenant deviennent de plus en plus appréciés et connus. Donc il y a tout cet aspect-là, l'aspect venez à rue Galilée, il se passe quelque chose. Là, et on va parler bientôt de l'avion électrique et je sais que ça va être un tabac. Tellement un tabac que ça va être difficile d'accueillir tout le monde.
il y a des conférences, bon, il y a une vie associative, si vous voulez, qui se développe, c'est très bien. Et il y a donc des commémorations, il y a des affaires que je trouve intéressantes. Il y a plusieurs affaires en cours qui sont un avion à énergie solaire avec ambition de traverser l'Atlantique, l'Aérohall, qui vient de faire son premier vol et qui, bon, l'aéroclub soutient beaucoup. Et puis un autre projet que je trouve tout aussi excitant dans un autre genre, c'est Réplicaire, une association essentiellement de toulousaine, si vous voulez. Réplicaire, ce sont déjà eux qui ont réalisé la réplique du Morane de Roland-Garros qui a traversé la Méditerranée. Donc on a appris à travailler avec eux, c'est un vrai plaisir, c'est extrêmement sérieux, professionnel. Bien, encore une fois, que ce soit une association de passionnés, assez adossée à l'industrie, notamment à Airbus, bien sûr, mais qui vraiment vit comme une association de passionnés. Et là, ils ont un projet de Watine 551, de construction de cet avion, qui est en fait un avion que la guerre a empêché de voir le jour, qui était un... Donc en fait, là, on va construire un prototype. Et ça, je veux dire que c'est un événement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va construire un prototype qui n'a pas pu voir le jour à cause de la guerre. Et c'est pas la reconstitution de quelque chose qui a déjà volé. C'est vraiment comme si l'histoire s'était arrêtée et on repart. Alors en utilisant des techniques plus modernes de dessin, de technologie de construction, des moteurs un petit peu plus... Encore que... Non, mais tout ceci avec la technologie moderne. Et moi je trouve ça extrêmement excitant. Parce que ce de Watine était probablement un avion qui eût été, à 6 mois après, un excellent chasseur. Donc c'est un axe de développement des futures activités de moi je pense que soutenir, voilà. Produire des choses, quoi, finalement. Voilà, ou d'aider, ou de soutenir. D'aider à la production. Oui. Il y a l'air de rien, par exemple, quand pour la traversée de la Méditerranée, c'est l'Aéroclub de France qui s'est occupé d'approvisionner le moteur. C'était pas si simple de trouver un moteur. Alors, c'est pas un moteur rotatif, c'était un moteur en étoile, mais ça ressemble beaucoup. Et il était plus fiable que le moteur de l'époque. Mais on participe vraiment, là, on apporte un soutien qui peut être un soutien en matériel quand on a le moyen de le faire, qui est un soutien relationnel, qui est un soutien de temps passé, je veux dire, c'est de compétences, tout à fait. Et je pense que c'est... Moi, je suis très excité par le de Watine. Je trouve que c'est formidable. Je trouve que c'est vraiment une très très belle idée. Et puis 1917, l'arrivée des Américains dans la guerre. Je trouve que c'est deux beaux projets pour les moments qui viennent. Et est-ce que un des rôles de l'aéroclub, ce ne serait pas aussi peut-être de démocratiser encore l'accès au brevet de vol, quoi, tout simplement, enfin à l'apprentissage de pilotage pour un plus grand nombre de gens, peut-être. On aurait envie, si vous voulez, mais tout ceci va se traduire par une affaire de gros sous. Et comment dire, aujourd'hui, je pense que les réticences que peuvent avoir les familles, c'est purement économique. C'est parce que on a vu la campagne qui est bien faite d'ailleurs de la Fédération française aéronautique, qui a réussi avec une campagne, y compris sur les moyens des grands moyens télévision, donc c'est des moyens lourds, donc avec des budgets conséquents. Ça a donné des petits résultats, si vous voulez, mais on tombe toujours sur le fait qu'à 1 heure de vol, c'est 1 heure de vol, que un brevet de pilote, si vous voulez, c'est pas... Alors, il y a des heures de vol, puis il y a du temps, parce qu'il faut aller sur les terrains, il faut... Donc, c'est... Passer un brevet de pilote, c'est plus difficile que de jouer avec une console de jeu. Et ça... J'ai pas de solution miracle. Je pense que, à part, si vous voulez, dire publier, aller dans les lycées, ça on le fait un peu. Mais après on tombe tout vite sur, oui, mais combien ça coûte ?
Et même si des avions... Alors, il y a peut-être un espoir du côté des avions électriques qui seront quand même moins chers, comme étant moins polluants sur le plan sonore, etc., seront plus faciles à utiliser un peu à toutes les heures, etc. Donc peut-être plus commodes, si vous voulez, j'en sais rien, on va voir. Mais je sais pas. Moi, je pense que là où on peut, effectivement, c'est chaque fois qu'on peut encourager l'électrique, des choses comme ça, faire avancer toutes ces choses-là, être présent sur tous les fronts. Je crois que l'aéroclub, il faut qu'il soit là, partout. Il peut apporter sa petite pierre. Mais il peut apporter qu'une petite pierre, parce que souvent, on s'aperçoit que les pierres dont on a besoin, c'est des pierres euros. Et ces pierres-là, on n'en a pas beaucoup dans notre carrière. Voilà. Pierres précieuses. Des pierres précieuses. Bien, alors écoutez, je pense qu'on va conclure. Alors peut-être pour conclure en transition, alors, et sur ce plan-là, alors vous, est-ce que vous continuez à voler? Parce que vous nous avez parlé de votre carrière d'ingénieur évidemment, vous avez volé, mais enfin c'était un peu en passager en tout cas. Ah non, j'ai toujours, non, attendez. Vous avez aussi raconté quelques... J'ai toujours volé, j'étais ingénieur d'essai, et puis j'ai navigué, parce que sur les Falcons, j'étais ingénieur d'essai navigant. Donc j'ai toujours volé, j'ai passé le brevet, comme je le disais, je crois, avec ce fameux Romanov, la Super Héros, et depuis, j'ai jamais cessé de voler, à Brive, etc., pour mon métier aussi. Quand je suis passé à la direction technique, bah là, on volait moins, bien sûr, mais j'ai continué à voler. Il y a des aéroclubs d'assaut qui fonctionnent très bien. Il y en a notamment qui s'appelle l'ACDIF en région parisienne, ce qui veut dire Aéroclub d'assaut Île-de-France, qui vole sur le terrain de Chavenay et qui est très actif. Et puis, bon, quand j'ai pu arriver à un grand âge, j'ai pu devenir copropriétaire d'un bel avion et c'est un peu une folie ça, mais bon, j'espère ne pas en avoir d'autres. Et donc, j'entretiens, si vous voulez, des qualifications de pilote d'aviation générale, y compris le vol aux instruments, l'IFR, et puis j'ai pas mal volé en montagne, voilà, parce que c'est une de mes passions, c'est le vol montagne. Voilà, donc je continue. Alors avec des règles, tiens, je me suis donné des règles, puis je vais conclure avec ça, si vous voulez, parce que c'est des règles que je propose à tout le monde. Je pense qu'il faut savoir vieillir, et j'avais décidé qu'à partir de 70 ans, je ne volais plus jamais seul dans un avion. Alors, même si la personne qui m'accompagne n'est pas pilote, je me suis dit, elle est capable de voir si je suis dans mon assiette, bon, etc. Bon. Ma femme n'est pas pilote, elle a fait ce qu'on appelle, c'est un nom, pinch hitter, ça veut dire qu'en fait, elle a appris, c'est un mot américain ça veut dire qu'elle est capable de ramener un avion si jamais elle a pris le strict minimum pour parler à la radio et puis en gros bon. Mais elle est capable de voir si je suis en état de piloter ou pas. Alors ça c'était à partir de 70 ans. À partir de 75 ans, ce qui est fait, c'est pas vieux mais c'est fait, enfin c'est fait depuis un an déjà, je ne vole que s'il y a un autre pilote dans l'avion. Et à 80, ce qui s'approchait là, c'est la vitesse grand V, je ne volerai plus comme commandant de bord, mais avec des amis pilotes, et pourquoi pas en utilisant mon avion, ça ne me gêne absolument pas. Voilà, je pense que c'est des règles raisonnables. Et des règles raisonnables parce que bah, après tout, faut admettre que à 75 puis 80, même si on est en forme, on n'a plus des qualités de vigilance, je ne sais pas, puis les risques sont plus élevés qu'à 30 ou 40 ans, et donc je me suis donné ces règles-là, et pour l'instant, je n'ai pas dérogé. Et est-ce que vous avez gardé vos albums d'aéronautique, ceux que vous faisiez quand vous étiez adolescent, là, des collections de... Hélas, non. Je ne sais pas où ils sont. Alors peut-être qu'un jour, il y a des archives de la famille il faudra que je me mette le nez dedans, mais j'ai presque un peu l'angoisse à l'idée de ce que je vais avoir affronté comme souvenir. Non, c'est pas les souvenirs qui me font peur, c'est la poussière que je vais être obligé et le travail dans des... J'espère en retrouver un ou deux, j'espère. Parce que je crois que mes parents les avaient gardés, donc ils sont certainement quelque part.
Voilà. Et le fait de... Vous nous avez dit que vous aviez réussi le concours de l'école de l'air, mais que vous avez préféré... Super-héros. Est-ce que c'était un peu en réaction contre la guerre, quoi? Enfin, le fait de... Pas tellement... Pas du tout. Vous avez Pas du tout. Une carrière civile qu'une carrière militaire? Pas du tout. Je vais vous dire, je me suis dit, puis j'en ai pas mal parlé, qu'on pouvait très bien rejoindre les voies militaires. À l'époque, il y avait des situations... D'ailleurs, j'ai des camarades de promo qui l'ont fait, ce qu'on appelait les ORSA, je ne sais plus si ça existe encore, les officiers de réserve en situation d'activité. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien, en sortant de super-héros, avoir des contrats à courte durée militaire, après rejoindre les écoles de pilotes d'essai. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucune cloison étanche. Et donc, on m'a dit, bah, écoute, tant qu'à faire... Si vraiment ça te tente, tu pourras rejoindre la voie militaire. L'armée de l'air crache pas sur des diplômes comme si de super-héros. Donc, je me suis dit bon. Donc, et puis il y avait une petite chose quand même, ce que je crois que j'ai évoqué, c'est que super-héros c'était à Paris à l'époque et que j'aimais bien la vie parisienne. Et c'est toujours le cas. Oui, oui. Pas que parisienne, mais j'aime bien. C'est une ville où on peut faire des choses sympas. Bien, bah écoutez, je me reste à vous remercier de... Je vous en prie, mon cher, un plaisir. Pas mal de temps et puis de nous avoir fait découvrir je sais pas ce que... un aspect qu'on ne connaît pas toujours finalement. Oui, c'est possible, oui, oui. Alors, c'est vrai que les vieux dans mon genre qui ont vécu des trucs un peu variés ont plein de choses à raconter. Et moi, je vous remercie de les faire raconter parce que si jamais un jour un jeune tombe là-dessus et que ça peut lui dire « Tiens !» Moi, c'est tout ce que je souhaite, c'est essayer de transmettre un peu ses passions. Je crois que les gens ont besoin, et pas que les jeunes, les gens ont besoin de se passionner pour des choses et pas l'aéronautique. Dieu sait que ça peut véhiculer beaucoup de passion. J'espère que ces témoignages seront... Oui, moi aussi, je crois. C'est une très bonne idée de faire ça. Par l'intermédiaire de l'Aéroclub de France en particulier. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, mon cher.